Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast, Développeur Libre, le podcast du développeur libre. Donc c'est un nouveau format, peut-être que tu regardes cette vidéo sur YouTube. Donc si jamais tu regardes cette vidéo sur YouTube, sache que c'est un nouveau format de vidéo que je vais essayer de faire une fois par semaine. Donc je vais faire quelques premiers épisodes et je vais déjà voir comment vous réagissez. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est un format qui te plaît? Est-ce que c'est un format qui est plus intéressant pour toi? Et si justement tu regardes cette vidéo sur YouTube, sache que tu as aussi la version audio seulement, que tu peux retrouver sur Apple Podcast et que je vais essayer de mettre sur différentes plateformes de podcast que tu pourras justement, pour que tu puisses justement écouter ce podcast en allant au travail le matin ou sur le trajet. Bref, tu n'auras pas besoin d'écran particulièrement. Donc, de quoi on va parler dans ce podcast? Si tu me suis sur YouTube depuis quelques temps, tu as remarqué en fait que les majorités des vidéos sur YouTube te permettent justement d'apprendre à développer des applications iOS. Donc, c'est vraiment sur YouTube, ça va être vraiment les parties plus techniques en fait. Et j'aimerais introduire ce nouveau format pour justement discuter un peu de la vie, entre guillemets, du quotidien, entre guillemets, d'un développeur, d'un programmeur, et puis essayer de discuter avec toi, de te donner en fait quelques techniques et quelques bonnes pratiques pour devenir un bon développeur et surtout un bon développeur libre. Donc bienvenue à toi sur ce premier épisode du podcast et n'hésite pas à mettre des commentaires dans les commentaires de la vidéo YouTube ou alors des reviews sur Apple Podcast pour justement savoir qu'est-ce que tu penses de ce nouveau format et puis m'aider à m'améliorer pour les prochains épisodes. Donc j'aimerais ensemble qu'on parle dans ce premier épisode, qu'on apprenne, qu'on essaye de déterminer en fait comment penser comme un programmeur. Alors j'aimerais qu'on commence ce premier épisode par une citation qui est la suivante: tout le monde devrait apprendre à coder car cela vous apprend à réfléchir. Et cette citation elle est de Steve Jobs. Mais donc j'aimerais qu'on parte en fait de cette situation dans ce podcast et qu'on développe un peu cette pensée de comment penser, comment réfléchir comme un programmeur. Mais on pourrait d'abord se demander à quoi correspond, qu'est-ce que ça veut dire concrètement penser comme un programmeur. Donc c'est vrai que il existe des manières beaucoup plus efficaces de résoudre un problème que celles qu'on utilise la plupart du temps, puisque on a tous des problèmes en fait, et on a tous des manières différentes de résoudre ces problèmes, de réagir face à ces problèmes, et ça peut s'appliquer non seulement dans le monde de la programmation, donc par exemple lorsque tu as un nouveau client qui va te demander de développer telle ou telle application, tel ou tel site web, ou telle ou telle fonctionnalité sur son site par exemple, donc tu vas faire face à un problème, et on a chacun des manières différentes de réagir face à ces problèmes et de résoudre ces problèmes. Mais concrètement, ça peut s'appliquer à tous les problèmes qu'on va rencontrer dans la vie professionnelle comme personnelle. Et en plus de cela, ce qui est intéressant, c'est que les capacités à résoudre des problèmes, la capacité à résoudre des problèmes, c'est l'une des capacités les plus recherchées par la majorité des employeurs. Pourquoi? Plus que la capacité à programmer, en fait, à connaître un langage particulier. Donc c'est la différence en fait entre ce qu'on appelle en anglais les soft skills et les hard skills. Donc les hard skills, c'est tout simplement les compétences techniques. Donc connaître un certain langage de programmation, savoir comment développer telle ou telle fonctionnalité sur un site ou sur une application, sur un logiciel. Et les soft skills, c'est plus les compétences en fait qu'on apprend un peu moins à l'école et les compétences qui sont un peu moins techniques. Donc savoir résoudre un problème de manière générale, savoir comment attaquer un problème et avoir un plan d'action pour résoudre ce problème, ça fait partie des soft skills. Et donc du coup, c'est une capacité, comme je te le disais, qui est beaucoup recherchée par la plupart des employeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que si on prend quelqu'un qui connaît toutes les facettes d'un langage, toute la syntaxe par cœur, et qui connaît en fait ce langage vraiment par cœur dans les détails, comparé à quelqu'un qui, lui, sait résoudre un problème. La première personne qui va connaître son langage par cœur, qui va connaître en fait son outil par cœur, eh bien, il va pouvoir apporter des solutions à un problème, mais si jamais il n'arrive pas à résoudre ce problème, il va être bloqué face à la résolution de ce problème, puisque justement, il aura tous les outils, mais, entre guillemets, il ne saura pas comment s'en servir.
Et cette deuxième personne qui, elle, aura la capacité à résoudre des problèmes, c'est-à-dire que elle aura un processus en fait bien déterminé, bien rodé, qui va l'aider justement lorsqu'elle va rencontrer un problème à résoudre ce problème beaucoup plus facilement. Donc la deuxième personne qui elle aura la capacité à résoudre des problèmes va pouvoir justement se servir de son processus, de sa tête entre guillemets. Alors attention, hein, je dénigre pas les personnes qui maîtrisent complètement un langage au détriment de cette capacité à savoir résoudre des problèmes, mais la deuxième personne pourra justement utiliser ses compétences en ingénierie, en fait, on peut voir ça comme de l'ingénierie, pour justement résoudre ce problème et à la limite se rendre compte par elle-même qu'elle va devoir aller chercher telle ou telle information, telle ou telle spécificité dans ce langage de programmation pour résoudre ce problème. Donc concrètement, comment est-ce qu'il faut faire pour réagir, enfin comment est-ce que nous on fait pour réagir face à un problème? La plupart du temps, on essaye une solution, elle marche pas, on essaye une deuxième solution, peut-être qu'elle ne va pas marcher, on essaye une troisième solution et cette fois-ci, par chance, elle va marcher. Donc on voit en fait que la plupart du temps, et la plupart d'entre nous en fait, qu'on se le dise concrètement, on n'a pas vraiment de processus face à la détermination, enfin à la résolution d'un problème, et on y va un peu à tâtons, c'est-à-dire qu'on essaye une solution, bon bah ça marche pas, on va en essayer une autre, mais on prend un peu ces solutions au hasard. Et le problème avec cette méthode, c'est qu'on perd énormément de temps et d'énergie. Et du coup, tu le sais bien, lorsque tu es programmeur et surtout lorsque tu veux vivre de ta passion, il faut forcément que tu t'arranges pour avoir un processus de travail qui soit le plus efficace possible et qui te fasse, le plus productif possible et du coup qui te fasse produire le plus possible tout en dépensant le moins d'énergie possible. Donc j'aimerais ensemble qu'on parle d'un processus de résolution, d'un processus qu'on peut utiliser lorsqu'on rencontre un problème, et qui est utilisé par la majorité des bons développeurs. Alors en anglais, ce processus, on appelle ça plutôt un framework, et un framework, si on prend la traduction en français, ça veut tout simplement dire un cadre, et j'aimerais en fait, dans ce podcast, dans cette vidéo, qu'on fasse l'analogie en fait entre la résolution de problèmes et un cadre. Donc la plus grosse erreur en fait que font les apprentis programmeurs, c'est que, comme je te l'ai dit, ils se concentrent principalement sur la syntaxe et non pas et surtout sur les compétences techniques en fait, et non pas sur comment résoudre des problèmes. Donc j'aimerais qu'on voit en fait la résolution de problèmes comme un cadre. Donc on a notre cadre et en fait la première étape, ou l'étape 0 plutôt, c'est le fait de rentrer dans ce cadre qui s'appelle problème. Et une fois qu'on est rentré dans ce cadre, eh bien, donc voilà, ça c'était l'étape -1, on va dire, ou l'étape 0. La première des étapes, c'est comprendre exactement en quoi consiste le problème. Donc si on fait l'analogie entre le problème et le cadre, en fait, le moment où tu rentres dans ce cadre, on peut imaginer que ce soit un petit labyrinthe en fait. Donc tu connais la porte d'entrée, c'est le moment où tu es rentré, où tu as rencontré en fait ce problème, le moment où tu es rentré dans ce cadre. Et du coup, donc tu sais où est cette entrée, tu ne sais pas exactement où est la sortie, et en plus de cela, tout ce qu'il y a entre les deux, on peut voir ça comme un labyrinthe, et pour l'instant ce labyrinthe est complètement flou, donc tu arrives à peine à discerner les murs, voire tu n'arrives même pas à discerner les murs, et du coup, comment tu vas faire en fait pour te sortir de ce cadre, donc du coup pour résoudre ce problème, la première des choses c'est de comprendre exactement en quoi consiste ce problème. Donc, et je suppose en fait que tu as déjà eu cette expérience, lorsque tu te penches sur un problème, tu essayes de le résoudre, et là tu te rends compte que il y a d'autres problèmes en fait qui apparaissent comme ça, des sous-problèmes, et là tu te rends compte que le problème de base n'a pas été bien déterminé. Et la plupart du temps en fait, lorsque tu essayes de... Enfin je suppose que tu as déjà vécu cette expérience, notamment si tu es programmeur, eh bien, on commence en fait à expliquer le problème à quelqu'un, et là on se rend compte que, ah bah oui, mais j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça, et on se rend compte de plein de sous-problèmes qui apparaissent, justement puisque on n'a pas pris le temps de déterminer exactement quel était le problème. Donc comment est-ce que on sait lorsqu'on a compris un problème? Eh bien c'est tout simplement à partir du moment où on sait expliquer en quoi consiste le problème, mais non pas avec des gestes, non pas avec des mots par-ci par-là, mais avec des phrases concrètes, avec des vraies phrases. Et du coup, un des outils que tu peux utiliser, enfin une des méthodes que tu peux utiliser lorsque tu rencontres un problème, c'est tout simplement te poser
Et essayer par exemple sur papier ou sur ton ordinateur, essayer d'écrire des phrases qui vont justement déterminer ce problème. Et c'est ce que fait justement par exemple un cahier des charges. Donc si tu développes des applications ou des logiciels depuis pas mal de temps, je suppose que tu as déjà écrit un cahier des charges ou tu as déjà reçu un cahier des charges de la part de ton client. Et dans ce cahier des charges, la plupart du temps, enfin la plus grosse partie de ce cahier des charges, c'est des phrases qui justement déterminent comment résoudre ce problème, en quoi consiste ce problème. Et du coup, voilà, j'aimerais que, à partir de maintenant, lorsque tu fais face à un problème, pas forcément dans le monde du développement, hein, ça peut être n'importe quel problème, tu essayes de poser ce problème sur papier ou sur un ordinateur, sur ton téléphone, n'importe quoi, avec des phrases concrètes. Et ça déjà, ça va t'aider à déterminer concrètement en quoi consiste le problème et également à essayer de déterrer, en fait, de faire remonter en surface tous les petits problèmes qui auraient pu être cachés. Et il vaut mieux les déterminer, enfin se rendre compte de ces petits problèmes maintenant, au départ, enfin juste avant en fait, de commencer la résolution de ce problème, de s'attaquer à la résolution de ce problème, plutôt que lorsque tu auras déjà développé la moitié de ton logiciel, et puis de se dire et de se rendre compte que toute une partie du développement du logiciel devra être jetée à la poubelle parce que justement on n'a pas pensé à ce petit détail. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc mettre des phrases sur un problème, donc tu peux les écrire, tu peux faire des diagrammes aussi, faire des diagrammes c'est très utile. Essayer en fait de faire une mind map avec des phrases notamment. Et tu peux également en parler à quelqu'un pour voir si tu as bien compris, si toi-même tu arrives à expliquer à quelqu'un le problème, ça veut dire logiquement que tu l'as assez bien cerné et que tu peux t'attaquer à l'étape 2. L'étape 2 qui est justement planifier la résolution de ce problème. Donc on a pris une première étape, on a pris un premier moment en fait pour essayer de se rendre compte en fait de visualiser où se trouvent les murs dans notre cadre. Hein. Tu te rappelles le cadre de la résolution de ce problème. Donc l'étape 1 en fait, c'est un peu comme si on faisait la mise au point sur notre cadre et ce qui nous permettait justement de déterminer beaucoup plus précisément où se situent les murs de ce labyrinthe et surtout où se situe la sortie du labyrinthe. Une fois que c'est fait, l'étape 2, c'est planifier la résolution de ce problème. Donc, alors quand je dis planifier, ça peut être des dates, par exemple, mais c'est surtout des étapes. Donc, si on reprend l'analogie avec notre cadre et notre labyrinthe, en gros, l'étape 2, ce serait tout simplement déterminer notre circuit, en fait, qui nous permettrait de passer de l'entrée à la sortie de ce circuit, à la sortie de ce labyrinthe, et donc de l'entrée, enfin de faire face à ce problème. Comment est-ce qu'on fait pour, à partir de là, et donc à partir du moment où on fait face à ce problème, comment est-ce qu'on fait, quel chemin on va emprunter pour justement atteindre la sortie de ce problème. Donc en programmation, à quoi ça correspond? Si je prends plus spécifiquement la résolution de problèmes lors du développement d'un logiciel ou d'une application, eh bien ça pourrait être tout simplement faire un plan des classes que tu vas utiliser, des propriétés et des méthodes que tu vas développer à l'intérieur de ces classes. Donc je ne vais pas me pencher en détail là-dessus, hein. Il existe beaucoup de ressources sur internet qui te permettent justement d'apprendre à organiser un problème sous forme de classe, de méthodes et de différents diagrammes. En fait, il existe une multitude de manières de résoudre un problème avec des diagrammes. Mais donc voilà, une des méthodes que tu peux utiliser pour l'étape 2, c'est tout simplement de faire un plan des classes et surtout des méthodes que tu vas utiliser. Et pourquoi ça c'est important? Parce que ça va te permettre en fait de fragmenter ton problème. Donc ça j'y reviendrai sur l'étape 3. Mais en fait, lorsque tu as un problème, donc imaginons que ton problème, que tu as un problème A et que tu veuilles arriver à la solution Z. Donc tu sais où est ton entrée, hein, tu as déterminé, tu sais forcément où est l'entrée du cadre, tu sais également où est la sortie du cadre grâce à l'étape 1. Et donc du coup, on va essayer de déterminer plus précisément justement en quoi consiste ce chemin qui va me permettre d'aller du problème A à la solution Z. Mais lorsque tu veux faire ça, lorsqu'on s'attaque directement au problème, le souci c'est que on peut vite être découragé et être totalement perdu dans ce labyrinthe. Et du coup, ce que je te propose de faire, l'étape 2, c'est tout simplement de fragmenter ton problème en fait, c'est-à-dire de se dire j'ai ma solution Z, comment est-ce que je peux faire pour résoudre ma solution Z? Eh bien c'est tout simplement de se dire pour atteindre ma solution Z, je dois déjà passer par une sous-solution Y.
Tu sais, c'est un peu comme lorsqu'on n'avait pas les GPS, on utilisait des cartes pour se rendre d'un point A à un point B, et en se disant, bah tiens, je vais aller de Lille à Marseille, on regarde un des points en fait qui se situe entre les deux, et on se dit, bah un des points qui se situe entre Lille et Marseille, c'est par exemple Paris. Et donc on se dit, je vais par exemple passer par Paris pour aller à Marseille. Donc ça en fait, c'est la fragmentation de mon problème. Et pourquoi en fait le fait de déterminer les classes et surtout les méthodes dont tu auras besoin pour la résolution de ce problème, c'est important, puisque le fait de déterminer en fait les méthodes, et surtout une méthode c'est quoi? C'est avant tout une fonction. Et qu'est-ce qu'une fonction? C'est quelque chose qui prend... c'est un objet en fait, c'est une machine qui prend un objet en argument et qui retourne un autre objet en valeur de retour. Et pourquoi ça, enfin pourquoi faire l'analogie en fait entre les fonctions et la fragmentation de notre problème? Tout simplement puisque on sait où on veut arriver, donc c'est-à-dire on sait quel est l'objet final qui doit être retourné par nos méthodes, et on sait également, on arrive à fragmenter nos étapes, c'est-à-dire que l'objet Y va me permettre de passer jusqu'à la fin, d'arriver jusqu'à la solution Z avec telle ou telle méthode. Et du coup, en fragmentant ces problèmes, on arrive à créer un chemin comme ça entre le problème A et la solution Z. Et ce qui va me permettre d'avancer dans chaque étape de mon chemin, eh bien, c'est tout simplement les méthodes. Donc la solution 2, c'est tout simplement de déterminer quelles sont les fonctions dont on va avoir besoin pour passer du problème A jusqu'à la sous-solution B. Et à partir de cette sous-solution B, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à la sous-solution C? On utilise encore une fonction, etc., etc., jusqu'à la solution Z, à la porte de sortie de notre cadre. Donc la troisième étape, c'est de diviser. Donc en gros, ça reprend un peu l'idée de l'étape 2, donc où on va diviser notre chemin. Et pourquoi ça c'est important? Parce que c'est beaucoup plus simple de résoudre un sous-problème une multitude de sous-problèmes ensemble que de résoudre un seul problème global. Alors je vais prendre un exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui apprend à programmer, c'est vraiment ses premières leçons. Imaginons qu'on lui demande, tu as une série de 10 chiffres, trouve-moi, donc quelqu'un qui a déjà les bases en syntaxe, vraiment les bases classiques, et tu vas voir que pour ce problème, on a juste besoin des syntaxes de base d'un langage. Donc le problème, c'est, on se retrouve face à 10 chiffres qui sont non ordonnés, et on demande en fait à cet apprenti programmeur de me trouver les 3 chiffres les plus grands de cette série de chiffres. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un d'expérimenté, ça peut paraître assez simple, mais pour quelqu'un qui débute totalement dans la programmation, c'est un problème qui n'est pas forcément si évident que ça. Eh bien, ce qu'on va faire, lorsqu'on fait face en fait à un problème comme ça, le but du jeu, c'est de partitionner en fait notre problème principal et de le diviser en sous-problèmes. Donc si je prends l'exemple de trouver les 3 plus grands nombres d'une série de 10 chiffres, eh bien, comment est-ce qu'on pourrait partitionner ce problème? C'est tout simplement de se dire, au lieu de trouver les 3 chiffres les plus gros de cette série de chiffres, est-ce que je pourrais pas d'abord essayer de trouver le chiffre le plus grand de cette série de 10 chiffres? Et après, j'aurais plus qu'à chercher le chiffre le plus grand de la série de 9 chiffres restants, et puis le chiffre le plus grand de la série de 8 chiffres restants. Donc ça déjà, on vient de diviser notre problème en 3 sous-problèmes. Ensuite, une fois qu'on veut déterminer le plus grand nombre d'une série de 10 chiffres ou de X chiffres, là on pourrait se dire, on peut encore diviser ce problème. Et on peut le diviser par exemple en se disant, au lieu de chercher le nombre le plus grand parmi 10 chiffres, ce que je peux faire, c'est tout simplement déterminer le plus grand nombre de 5 chiffres. Et puis, encore plus simple, déterminer le plus grand nombre entre 2 chiffres. Donc là on voit que déterminer le plus grand nombre entre 2 chiffres, c'est tout simplement faire une opération entre les deux et voir si c'est par exemple positif ou négatif, ou alors tester tout simplement est-ce que tel chiffre est plus grand que tel chiffre. Et là on voit qu'on vient de fragmenter notre problème en plusieurs petits problèmes et qui eux sont beaucoup plus faciles à résoudre, en tout cas pour un débutant. Donc voilà, ça c'était l'étape 3, diviser un gros problème en sous-problèmes qui eux sont beaucoup plus simples à résoudre séparément plutôt que de résoudre en entier un problème. Ensuite, la 4e étape, c'est l'étape en fait qu'on va utiliser lorsqu'on se retrouve dans notre labyrinthe face à un mur.
Donc je reprends l'analogie en fait du cadre, hein. Je suis dans mon labyrinthe, cette fois-ci j'ai bien déterminé de manière précise où se trouvent les murs, où se trouve la sortie, mais imaginons que avec les étapes 2 et 3, donc en fragmentant mon problème, c'est-à-dire en me donnant une suite d'instructions, c'est-à-dire aller à gauche, à droite, tout droit pour avancer dans mon labyrinthe, imaginons que au bout d'un moment je me trouve face à un mur, c'est-à-dire que je sois complètement bloqué. Alors la réaction face à ça, lorsque tu es bloqué en fait dans un labyrinthe face à un mur, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement tu fais demi-tour et tu essayes de revenir sur tes pas pour comprendre à partir de où tu vas tourner au mauvais endroit qui t'a justement mené vers le chemin qui était bloqué, qui était une impasse. Et donc du coup ce qu'on peut faire lorsqu'on essaye de résoudre des problèmes, c'est tout simplement utiliser la même méthode. Alors quand je dis faire demi-tour, c'est pas rentrer chez toi, abandonner. Alors quand je dis faire demi-tour, c'est pas abandonner et rentrer chez toi en pleurant, hein. Attention, c'est pas ça. Faire demi-tour, c'est tout simplement prendre du recul sur ce que tu as fait jusqu'à maintenant et essayer de trouver à partir de quel moment ça t'a mené justement à cette impasse. Donc à partir de quel moment, ça peut être tout simplement quelle fonction tu as développé, tu as commencé à développer et qui t'a mené à un objet, à une sous-solution Y par exemple, mais tu ne t'étais pas rendu compte qu'à partir de cette sous-solution Y, on n'avait pas accès à la solution Z. Donc voilà, c'est essayer de retrouver à partir de quelle sous-étape tu as bifurqué au mauvais endroit. Et donc du coup, des fois effectivement, ça implique de remettre en question son organisation, sa manière de penser en fait, sa manière de résoudre le problème et de se dire ah bah oui, peut-être que cette partie-là, c'est pas forcément la partie, enfin c'est pas forcément comme ça que j'aurais dû la résoudre, et de revenir à l'étape juste avant, de repartir à l'étape juste avant et de se dire à partir de cette sous-étape, comment est-ce que je fais sans passer par l'étape Y qui, elle, on a vu mener à une impasse, comment est-ce qu'on fait pour arriver directement à la solution Z. Donc effectivement, des fois ça demande de recommencer une partie du projet, voire même tout le projet à zéro si vraiment on est parti sur de mauvaises bases. Et ensuite la cinquième étape, qui est une étape un peu bonus, c'est tout simplement, si vraiment la quatrième étape ne t'a pas aidé, eh bien tout simplement d'aller chercher sur Google. C'est tout simple, enfin quand je dis aller chercher sur Google, c'est aller chercher de l'aide en fait. Donc tu peux aller chercher de l'aide sur les moteurs de recherche, sur Google, sur les sites comme Stack Overflow, ou tout simplement aller demander de l'aide si jamais tu es dans une entreprise, dans une start-up, demander de l'aide aux personnes qui t'entourent, qui eux sont peut-être plus expérimentés que toi et pourront t'apporter une solution ou du moins des éléments de réponse pour ta solution, et ce qui va te débloquer beaucoup plus facilement. Et lorsqu'on est développeur, en fait, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. C'est pas être un imposteur que aller chercher sur Google des réponses, sur Stack Overflow des réponses, des morceaux de code. C'est tout simplement aller chercher de l'aide et essayer de comprendre comment fonctionnent ces morceaux de code qui sont donnés par exemple sur Stack Overflow ou sur Git, et puis se dire ah bah oui tiens, j'avais pas pensé à cette solution là, enfin comprendre le code et comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et se dire ah bah oui j'avais pas pensé à cette solution là, c'est pas bête du tout, et du coup je vais essayer de l'adapter à mon problème pour voir comment est-ce que je peux passer de la solution X, enfin de la sous-solution X à ma solution Z. Donc voilà, c'était 5 étapes qui permettent de résoudre des problèmes de manière beaucoup plus efficace que d'y aller à tâtons, de chercher une solution, de l'essayer, de rater, d'essayer une autre solution, de rater, etc. etc. Donc j'espère que ce premier épisode de ce podcast t'a plu. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas encore une fois à me donner ton ressenti et ton retour sur ce podcast dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, et puis si tu es sur une des plateformes de podcast, n'hésite pas à cliquer juste en dessous, normalement tu as un lien pour laisser des reviews, des retours en fait sur ce podcast, ça m'aidera énormément à m'améliorer pour les prochains podcasts. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine, je vais essayer de créer un podcast par semaine, donc je te dis à la semaine prochaine, en attendant on se retrouve sur les prochaines vidéos sur YouTube.